Bienvenue à Neuville-sur-Seine. Je suis dans un shelter, un poste de radio de la Seconde Guerre mondiale, un échantillon de ce qui existe au musée des communications. Nous sommes ici et pas ailleurs pour vous retracer 2 siècles d'histoire, histoire que nous allons vous résumer en 5 minutes. Voici l'ancêtre des transmissions, le télégraphe de Chappe, un mécanisme articulé juché sur une tour. C'était déjà au début du 19e siècle une des façons de communiquer d'une tour à l'autre en langage codé. Ça, c'est une longue vue des contrôleurs des tours de Chappe. C'était destiné à contrôler déjà si les employés faisaient bien leur boulot et également à bien interpréter les signaux. D'accord, il y en avait beaucoup, des tours comme ça pour transmettre les messages? Il y en avait tous les 30-40 km. Et évidemment, ça fonctionnait que quand de jour et par beau temps. Le télégraphe électrique, plus fiable, remplace les télégraphes optiques. Il y a le système Morse aux États-Unis, mais en France, Louis Breguet met au point un système à aiguille. Parmi ces différents appareils, ces télégraphes filaires, il y a celui-ci. C'est un appareil à cadran. Et il fonctionne comment? Alors, c'est assez simple, cet appareil à cadran-là. Là, c'est la partie transmission, pendant la partie réception là, en faisant tourner la manivelle et en s'arrêtant sur chaque lettre. Et le récepteur s'arrête sur la même lettre. Et donc, le message est transmis sans connaître le morse. Et si on veut faire des chiffres, et bien à ce moment-là, on fait un tour sans s'arrêter et on fait les chiffres. Après la télégraphie filaire, on a la TSF, la télégraphie sans fil. Tout à fait. Et ici, ce sont les premiers appareils, les ancêtres de la TSF? Voilà, c'est ce qui a servi aux premières expériences dans les années 1901-1902, où on a par exemple des récepteurs à coureurs de branly, fabriqués par Ducretet. On a un Ducretet Popov qui est de 1901-2, c'était tout à fait les précurseurs de la TSF. Est-il vrai qu'un appareil de ce genre a permis de sauver la Tour Eiffel? Oui, effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, le général Ferrier a œuvré pour mettre en service des émetteurs à la Tour Eiffel, ainsi que les antennes d'émission, pour transmettre des ordres de décommandement vers les fronts de l'Est. Et donc, après-guerre, il n'était plus question de démonter la Tour Eiffel, puisqu'elle était normalement installée pour 20 ans, et après, elle devait être démolie. La France comptera jusqu'à 600 émetteurs-récepteurs, 1500 radiotélégraphistes et près de 2000 télégraphistes pendant le conflit. Ici, on a un exemple de radio. Alors, c'est toujours télégraphe, hein? Oui, c'est un émetteur de fin de guerre, 17-18, qui est à télégraphie et également en phonie, c'est-à-dire qu'on pouvait parler dans un micro. La guerre est terminée. Oui. Mais le grand public bénéficie de toutes ces inventions, de toute cette avancée technologique. Et là, on a des postes radio destinés au grand public. Voilà, plus ou moins performants et sophistiqués, suivant un peu le porte-monnaie des gens. Mais on arrive à avoir des postes avec des bons rendements, capables de recevoir les principaux émetteurs français, comme à la Tour Eiffel, ou à Bordeaux, ou à Lyon, qui ont été les premiers émetteurs installés. C'est une radio, ça? Non, c'est un récepteur de télévision 30 lignes, on appelait ça télémécanique, qui est de 1929. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Avec la Deuxième Guerre mondiale, la technique fait un nouveau bond. Guy Milot a même reconstitué une pièce dédiée aux moyens de communication utilisés par la résistance. L'heureux qui communiste a fait un long voyage. Les résistants avaient besoin d'écouter Londres. Donc, il y a eu de parachuter, par exemple, des biscuits, comme ceci. Hein, Pourquoi biscuits? Parce qu'ils étaient parachutés dans des boîtes à biscuits anglaises. Ça servait de conteneur, et c'était parfait pour le conditionnement, quoi. Et donc, avec ça, ils pouvaient écouter les messages qui leur étaient destinés pour savoir s'il allait avoir un parachutage, à quelle heure, à quel endroit, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une valise à résistance communément. C'est le modèle le plus connu. Et là, avec ça, les agents résistants de reconnaissance pouvaient envoyer leurs renseignements à Londres ou à Alger, suivant dans quel secteur de France ils étaient. En fait, rien ne manque dans ce musée. Vous y verrez aussi bien des pigeons voyageurs qu'une valise satellite datant de la première guerre du Golfe, un Minitel ou encore des téléviseurs grand public des années 50. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore? J'ai encore pas de satellite, non.
Non, mais c'est vrai que je suis toujours à la recherche d'objets insolites ou pas d'ailleurs, mais qui ont attrait aux communications. À bientôt, stop. Ailleurs, stop. En Champagne-Ardenne, stop.